Donc, je m'appelle Paulo Salgado, je suis chercheur au CIRAD, agronome zootechnicien, et je suis actuellement à Madagascar, les autres terres centrales, et je travaille sur l'amélioration des interactions entre les activités d'agriculture et d'élevage dans des systèmes de production à bas niveau d'entrant. Donc, je vais baser mon intervention pour vous montrer comment l'agroécologie a influencé ma vision et les démarches que j'ai mises en place dans le cadre des activités de recherche dans plusieurs pays où j'ai travaillé, donc Vietnam, Réunion et Madagascar. Je vais appuyer mon illustration sur des informations issues d'une excellente publication de Bertrand Dumont, qui est paru en 2012 dans la revue Animal, et qui parle des perspectives de l'agroécologie pour les productions animales du siècle XXI. Je vous conseille vivement de lire cette publication. Tout d'abord, je trouve important de donner quelques définitions de concepts. L'intégration agriculture-élevage correspond à l'association de deux activités, agriculture et élevage, en valorisant les synergies ou les complémentarités entre elles. Cette association permettra de réduire la consommation d'énergie fossile, de fertilisants minéraux et d'aliments concentrés. Je reviendrai tout à l'heure. Les animaux jouent donc des rôles très bénéfiques pour l'agroécosystème. Production d'aliments riches en protéines à partir de ressources non comestibles par l'être humain, des résidus de culture, sous-produits, pâturage. Ils proportionnent des services écosystémiques comme la séquestration de carbone, la biodiversité. Ils recyclent les nutriments des plantes et proportionnent des bénéfices aussi sociaux. Malgré l'importance des animaux pour améliorer les conditions de vie de l'homme, ils peuvent être regardés comme une des causes des problèmes environnementaux qui affectent notre planète. Les problèmes d'élevage ne sont pas très liés à l'animal per se, mais plutôt comment ils sont incorporés dans les agroécosystèmes et systèmes alimentaires. Leur déconnexion de la terre est probablement le principal problème menaçant la durabilité des systèmes d'élevage. L'agroécologie, qui apparaît aux États-Unis dans les années 80 comme une discipline scientifique et qui applique la théorie de l'écologie à la conception et à la gestion durable des agroécosystèmes, a évolué depuis vers une échelle plus large de systèmes alimentaires, englobant les dimensions économiques et sociales. Un système agroécologique est censé être productif, d'avoir recours à peu d'intrants et de conserver les ressources naturelles de la planète. Ce système s'appuie sur les fonctionnalités offertes par les écosystèmes en les amplifiant tout en visant à diminuer les pressions sur l'environnement. Par exemple, réduire les émissions à gaz à effet de serre, limiter le recours aux produits phytosanitaires, etc. Il s'agit d'utiliser au maximum la nature comme facteur de production en maintenant ses capacités de renouvellement. L'agroécologie réintroduit de la diversité dans les systèmes de production agricole. Le rôle de la biodiversité comme facteur de production est donc renforcé, voire restauré. L'agroécologie révise donc les systèmes de production en profondeur. Nous sommes dans le domaine de la réconception des systèmes de production. Venons maintenant aux illustrations. Mon premier poste au CIRAD a été au Vietnam, de 2002 à 2008. Mon intervention répondait à l'enjeu de développement de la filière lait pour diminuer la dépendance du pays vis-à-vis des importations de lait. Les principaux objectifs de ma mission ont été d'augmenter la disponibilité fourragère dans les régions d'altitude, notamment de proposer des solutions pour le déficit fourrager en hiver. Malgré la présence d'animaux, vaches laitières et des cultures fourragères, dans la même unité spatiale, c'était l'exploitation, l'intégration agriculture-élevage n'était pas valorisée en tant que telle et les échanges entre les deux composantes du système de production n'étaient pas optimisés. Les éleveurs disposaient des ressources financières pour acheter des intrants extérieurs, fertilisants minéraux, aliments concentrés, carburants, pour payer les visites du vétérinaire et disposaient des sols avec un capital fertilité élevé. À l'époque, la réglementation environnementale n'existait pas ou n'était pas appliquée et la gestion des effluents d'élevage ne posait pas trop de problèmes, sauf pour les filières des monogastriques liées aux grandes exploitations commerciales qui se développaient autour des grandes villes. L'objectif numéro 1 des paysans était celui de produire plus et encore plus de lait. Les moyens pour y parvenir n'étaient pas vraiment limitants.
Forte dose durée d'NPK, mais également tout le fumier produit au sein de la ferme était appliqué. Quantité importante d'aliments concentrés à base de maïs, de soja, pour la plupart importés. Un large choix d'antibiotiques. La race de vache laitière recommandée par le gouvernement était l'Holstein, la meilleure vache du monde, on entendait dire un peu partout au Vietnam. Ce système de production était très productif, plus de 10 000 litres de lait par vache par lactation, mais dépendait beaucoup des intrants extérieurs et d'un marché de lait encore peu concurrentiel. Production de lait locale appuyée fortement par le gouvernement. Même si le sol recevait des grandes quantités de fertilisants minéraux et organiques, parfois même trop, l'efficience d'utilisation et le recyclage des nutriments n'étaient pas la préoccupation numéro 1 des paysans. Ce n'est pas mon but ici de critiquer le système de production adopté par les paysans vietnamiens, qui a dû certainement changer depuis 2008. Le message que je souhaite passer, c'est qu'en fonction du contexte économique, social et environnemental local, les priorités et les pratiques de gestion des systèmes de production peuvent être très différentes et même justifiées. Ma deuxième illustration se trouve à La Réunion. À La Réunion, dans un contexte économique d'élevage européen, avec un environnement professionnel très structuré et des conditions agro-environnementales très contrastées, mes activités ont porté sur la modélisation des interactions agriculture-élevage, notamment sur les résidus de canne à sucre et le fumier bovin, et sur la fertilisation organique des prairies. Après la crise énergétique et économique de 2008 et la prise de conscience générale de dépendance des systèmes de production aux énergies fossiles, ma vision d'aborder les systèmes de production a commencé à changer et à évoluer d'une agriculture à orientation quantitative, à partir d'intrants, vers une agriculture plus qualitative basée sur des processus et fonctions écosystémiques. L'agroécologie était déjà très à la mode en 2008, comme une forme d'agriculture alternative qui permet de mieux gérer les ressources naturelles, plus économes en intrants et en énergie, moins polluantes, tout en assurant durablement leur compétitivité. À La Réunion, l'agriculture et l'élevage représentent des activités économiques importantes. L'une des options pour améliorer la viabilité économique et environnementale des exploitations serait de créer un système de production plus autonome où les effluents des vaches laitières seraient utilisés comme engrais organiques sur les champs de canne à sucre et les coproduits de la canne à sucre, comme la bagasse, la paille de canne et choux de canne, comme ressources alimentaires pour les vaches laitières. Cette solution répond aux contraintes de l'insularité liées à l'exiguïté et à l'isolement de l'île de la Réunion, ainsi qu'à la volatilité des prix des intrants, et va dans le sens des politiques de préservation de l'environnement. Les résultats des scénarios de nos modèles confirment l'hypothèse que le renforcement de l'interaction entre les activités de culture et d'élevage, par la mise en place d'alternatives techniques, accroît l'efficience globale du système de production par rapport à ce que résulterait de la simple somme des activités de production dissociées. Le système devient plus autonome et moins dépendant des intrants provenant de l'extérieur. Le deuxième message que je souhaiterais laisser, c'est que les enjeux économiques à La Réunion peuvent être des moteurs de changement, mais ne sont pas les seuls fils conducteurs. Des habitudes, les pratiques enracinées des exploitants ne changent pas d'un jour au lendemain, en tout cas dans cette partie du monde. La dernière illustration concerne le terrain de Madagascar, où je me trouve actuellement. À Madagascar, mes activités de recherche sont désormais orientées sur le thème fédérateur de l'intégration agriculture-élevage en considérant l'efficience des interactions entre ces deux composantes du système agricole comme un facteur essentiel du développement durable, de l'amélioration des économies rurales et de leur impact agro-environnemental. L'enjeu majeur est celui de la durabilité des exploitations et des filières d'élevage dans un contexte agroécologique et socio-économique en forte évolution. Cela renvoie à autant de questions nouvelles pour la recherche quant à la multifonctionnalité de l'élevage, à l'intégration accrue entre les systèmes de production agricole et à la vision prospective à concevoir. À Madagascar, la croissance démographique et la faible productivité agricole mettent en péril la sécurité alimentaire. Dans les régions d'altitude, la diminution de la fertilité des sols, l'attaque des ravageurs et les contraintes socio-économiques limitent la production. Les paysans disposent en effet de très peu de ressources financières pour acheter des intrants et sont obligés à recycler au maximum toutes les biomasses et nutriments qu'ils trouvent au sein de l'exploitation.
Dans ce contexte, une meilleure gestion des biomasses disponibles au sein de l'exploitation, l'amélioration de l'efficience d'utilisation ou recyclage des nutriments et la réduction des pertes sont donc indispensables. À Madagascar, j'ai eu l'opportunité d'accompagner et de mettre en place un certain nombre de pratiques agroécologiques comme l'accroissement de la biodiversité animale et végétale, la diminution du travail du sol qui respecte sa structure et le maintien des populations de divers micro-organismes, l'utilisation de couverts végétaux quasi permanents pour limiter l'érosion et structurer le sol, le recyclage des effluents d'élevage et la fertilisation organique, les aménagements pour lutter contre l'érosion des surfaces, la réhabilitation des savoir-faire traditionnels et la nécessité d'utiliser une pédagogie adaptée aux acteurs du terrain. Même si je me place plus dans une approche techniciste, plutôt l'agroécologie systémique, qui traite de la dimension biotechnique, je me suis rendu compte que c'est très important aussi de considérer les autres domaines de l'agroécologie humaine, politique, et reconnaître de plus en plus les savoirs et savoir-faire paysans, et ceci dès le début de notre intervention. Selon Bertrand Dumont et co-auteurs, il existe 5 principes pour la conception de systèmes d'élevage durables. Le premier, adopter des pratiques de gestion avec l'objectif d'améliorer la santé animale. Deuxième, diminuer les intrants nécessaires pour la production. Dû aux grandes quantités de ressources nécessaires pour produire des protéines animales, nous devons considérer la réduction non seulement des agrochimiques, mais également de tous les intrants nécessaires pour la production. Troisième, diminuer la pollution à travers l'optimisation du fonctionnement métabolique des systèmes de production. Quatrième, augmenter la diversité à l'intérieur des systèmes de production animale pour renforcer leur résilience. Les ressources génétiques et les races locales offrent des opportunités pour adapter l'élevage aux environnements difficiles d'un point de vue alimentaire. Cinquième, préserver la diversité biologique des agroécosystèmes par l'adaptation de pratiques de gestion. Les principes de l'économie des intrants et la diminution de la pollution sont assez suivis à cause des contraintes économiques et réglementaires qui affectent la production animale. Les autres principes sont encore, disons, en phase d'expérimentation malgré leur intérêt prouvé et déjà très bien documenté. Les systèmes d'élevage basés dans l'agroécologie vont mobiliser des compétences spécifiques et demandent du temps pour surveiller et comprendre le système. La productivité du travail et par unité de surface est normalement inférieure à celle des systèmes conventionnels. Cependant, les pratiques agroécologiques ne sont pas nécessairement plus demandeuses de travail que les pratiques conventionnelles. Le succès de la gestion agroécologique dépend souvent de l'organisation efficiente du travail fourni, même s'il demande normalement un peu de temps additionnel pour apprendre et s'adapter au système agroécologique. Pour encourager les paysans pour faire ces changements, il sera nécessaire de quantifier la réduction des intrants qui peuvent être obtenus par un renforcement de la biodiversité à l'intérieur du système et la stimulation des régulations internes. Cette réduction d'intrants devrait être équilibrée avec une réduction des déchets et probablement des possibles pertes de production. En guise de conclusion de mon intervention, l'évolution vers un système de production agroécologique doit être raisonnée au cas par cas, en fonction notamment du territoire, les conditions pédoclimatiques, le tissu socio-économique, mais aussi des objectifs de l'exploitant, sa qualité de vie. Des procédures établies ou solutions génériques ne peuvent plus être données, mais à la place, les décisions doivent être faites en se basant sur la connaissance locale et sur les compétences acquises à travers l'observation de comment le système fonctionne. Par ailleurs, le passage à l'agroécologie doit aussi être pensé à une échelle plus large, l'échelle territoriale. Finalement, le développement des alternatives basées sur l'écologie implique des changements dans les positions adoptées par les techniciens, les vulgarisateurs, les chercheurs et les décideurs politiques. Les techniciens et vulgarisateurs ne sont plus des fournisseurs de solutions toutes faites, mais à la place se transforment en experts qui stimulent la capacité des paysans pour apprendre et renforcent leur autonomie décisionnelle. Les chercheurs ne peuvent pas simplement proposer des solutions et des outils génériques, mais doivent considérer les systèmes d'élevage de manière holistique, à des échelles différentes, depuis l'animal jusqu'au territoire, et dans sa diversité,
associant biologie avec économie et sociologie. Enfin, les décideurs politiques ne peuvent pas baser leurs décisions dans des indicateurs génériques simples, mais devront prendre en compte la diversité locale et les situations régionales, appuyées par des outils d'évaluation appropriés pour les systèmes d'élevage. Merci beaucoup pour votre attention.